Nous l'avons vu dans la première table ronde, nous venons de parler pendant une demi-heure, d'abord un peu du contexte macroéconomique, mais de la vision de gérants small et de mid cap, parce qu'évidemment, dans un contexte comme celui-ci, avec beaucoup de volatilité et d'incertitude, c'est une classe d'actifs qui nous apporte énormément d'éclaircissement, parce qu'en fait, c'est notre quotidien, au travers, encore une fois, de possibilités d'avoir des opportunités. Alors maintenant, on va parler de l'autre classe d'actifs qui nous intéressait aujourd'hui, les obligations. Et est-ce, la grande question, la classe d'actifs du moment? Donc, comme on l'a vu sur cette première demi-heure, il est difficile pour un CGP comme moi de s'y retrouver dans un contexte de marché aussi incertain. Et si la sensation générale, j'entends, est qu'il y a peu de différence actuellement entre les réactions des marchés actions, des marchés obligataires, des matières premières, etc., est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, pour répondre à ces questions et parler obligations, je reçois aujourd'hui Laurent Calvet, qui est responsable gestion obligataire chez Tikeo, Akram Garbi, qui est responsable gestion high yield à la française, et Benoît Solaire, qui est senior portfolio manager chez Keren Finance. Est-ce que vous Bonjour. allez bien? Bonjour Stéphane. Très bien, merci. Salut. Bon, Parfaitement. vous êtes prêts? On attaque. Pour commencer, d'abord, je vais vous faire la question qui nous brûle les lèvres, évidemment, dans le contexte, crack, pas crack, est-ce que c'est le grand soir, etc. Pour démarrer, comment vous analysez l'environnement obligataire actuellement? Les taux sont plus élevés, mais est-ce que c'est vraiment le moment de la gestion obligataire? Allez, Laurent, je te donne la parole pour commencer. Merci Stéphane. Oui, effectivement, les marchés européens ont été particulièrement chahutés depuis le début de l'année pour les raisons qu'on connaît tous et qui ont fortement pesé sur les valorisations des actifs risqués et des dettes d'entreprise en particulier au travers du combo hausse de taux d'intérêt et écartement des primes de risque. Je me permets un petit aparté pour faire écho à votre introduction. Moi, j'observe de mon côté une différence assez notable entre les actions et les obligations, avec une importante sous-performance des marchés obligataires par rapport aux marchés actions depuis le début de l'année, lorsqu'on ajuste leurs performances respectives par le risque sous-jacent, avec des marchés actions qui ont principalement corrigé du fait d'une baisse des multiples de valorisation, plutôt que du fait de révisions baissières des anticipations de résultats à venir. Donc, ce qui plaide au passage pour une deuxième jambe de baisse potentielle probable sur les marchés actions dans un contexte où la récession semble se confirmer. Je referme la parenthèse. Alors, Ça donc c'est fait. Ça c'est aujourd'hui, fait quand même au passage. voilà, ça c'est fait. Voilà, pour les On obligations, c'est évolue, fait, on n'en parle plus. Pour les actions, pardon, on c'est est, fait, on n'en parle plus. et donc on évolue Pardon. aujourd'hui dans un environnement où, selon moi, le ciel s'assombrit un peu devant nous, avec une probabilité grandissante de voir arriver une récession. Effectivement, les conditions financières qui se resserrent de plus en plus, que ce soit à travers les hausses des taux d'intérêt par le biais des politiques monétaires restrictives, ou alors par l'écartement des primes de risque sur les marchés. On a la demande des consommateurs qui devrait fléchir, tout de même que l'activité manufacturière, l'investissement immobilier. Et au niveau microéconomique, des résultats peut-être, alors qui ont été de bonne qualité au premier et au deuxième trimestre, mais peut-être qu'au troisième et au quatrième trimestre, ils pourraient décevoir et faire état de contraction de marge supplémentaire. Bon, alors à côté de ça, tout n'est pas noir, hein, on a quand même des facteurs positifs. On a les fondamentaux des sociétés qui sont bons, avec des leviers financiers au plus bas depuis la crise de 2008-2009. On a des ratios de couverture d'intérêt qui sont au plus haut historique, du fait des faibles coupons en fait, dont les entreprises ont pu bénéficier ces dernières années, et une utilisation assez prudente de leur liquidité. Pour le marché du crédit, ce qui va nous intéresser, c'est les taux de défaut. C'est comme ça qui fait des trous dans les portefeuilles. Eux, ils sont attendus sur des niveaux historiquement contenus, du fait justement de faibles besoins de refinancement en 2023 et en 2024. On a Moody's qui estime 2,9 le taux de défaut pour le haut rendement européen en 2022, 3,9 en 2023. Donc ça, c'est à peu près à comparer à un pic à 13,5 pendant la grande crise financière. Après, on a d'autres facteurs plutôt techniques qui sont positifs aussi sur le marché. On a des investisseurs qui sont dans l'ensemble peu exposés au marché, avec des niveaux de liquidité assez importants. D'ailleurs, au passage, qui ont permis d'absorber les sorties dans les fonds sur le haut rendement européen depuis le début de l'année, sans pour autant avoir de mouvement de capitulation, comme on avait pu le voir en 2020, malgré un montant absolu de sorties qui est à peu près dans les mêmes proportions, puisqu'on est quand même à plus de 10 milliards d'euros depuis le début de l'année de sorties. On a une aversion au risque qui est quasiment à son apogée. On a des difficultés pour les opérateurs de marché à mettre en place de nouvelles positions de vente à
découvert sur des niveaux qui sont finalement déjà très très décotés. Et enfin, on a un marché primaire qui, bien qu'atone, reste quand même fonctionne pour les bons émetteurs au bon prix. On s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de demandes, comme très récemment avec Verisure ou Fedrigoni. Et donc en conclusion, euh, euh, ouais, je dirais un marché obligataire, si je donne un état des lieux, c'est un marché obligataire qui fonctionne, qui est pas grippé comme en 2020, des valorisations qui sont très décotées, avec certes un risque de récession à venir qui n'est pas négligeable, mais qui semble pour autant déjà être pris en compte dans certains segments du marché obligataire. Et c'est pour ça, à mon sens, et ça revient, je pense que tout le monde va le dire aujourd'hui, qu'il faut être très sélectif dans ses investissements. Très bien, merci beaucoup. Donc justement, Akram, je te passe le ballon. Évidemment, ça partait un peu anxiogène et puis finalement, on se rend compte qu'il y a évidemment des choses à faire, mais on en parlera dans la partie d'après. Ton analyse et ta vision, sur ce que vient de nous partager, Laurent, Akram, s'il te plaît? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc effectivement, je partage ce que disait Laurent sur le fait que on a une sous-performance assez importante du marché obligataire versus les marchés actions, tout simplement parce que, en plus de la hausse des primes de risque qu'on a eu cette année, à peu près, ça dépend des marchés, de 200 à 300 points de base, on a une hausse de taux de à peu près entre 200 et 300 points de base. Enfin, ça dépend si vous regardez les taux allemands, vous regardez les taux américains, etc. C'est quelque chose qu'on a rarement vu, c'est-à-dire avoir des hausses de taux et de spread en même temps. C'est quelque chose qui s'est rarement produit et on a des performances historiques, c'est-à-dire si on prend l'investment grade US par exemple aux États-Unis, on est à moins 20% year to date, quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est assez inédit ce qui se passe, c'est des choses qu'on a rarement vues. Même Volcker, quand il a monté les taux aux États-Unis dans les années 70, on n'a pas eu des performances obligataires aussi négatives. Donc voilà, le contexte on parle de crack là, Akram, dans ces cas-là? Alors, je ne sais pas comment qualifier crack. Oui, bien sûr. Quand on a, si on prend la même période, on avait les taux allemands pratiquement à moins 1%. Aujourd'hui, ils sont à 2,5. Je veux dire, on a rarement vu le Bund à ce niveau-là sur les 10 dernières années. Enfin, je veux dire, je pense sur le marché obligataire, il y a tas de gérants, beaucoup de gérants, même seniors, qui n'ont jamais vu des taux sans risque à ce niveau-là, tellement pendant 10 ans on était sur des politiques administrées de banque centrale, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment assez violent ce qui se passe. Après crack, je ne sais pas comment qualifier le crack parce que effectivement, comme disait Laurent, il n'y a pas eu de capitulation, on n'a pas observé de capitulation sur le marché parce que les gens il y avait des niveaux de cash et puis ma foi les clients se disent soit on sortait en fin d'année, soit pour l'instant il faut garder vu que les niveaux de valorisation sont attractifs, sauf à pricer un scénario Armageddon. Voilà. Okay. Donc aujourd'hui, quand on voit les choses objectivement, aujourd'hui, alors sur les spreads, si je parle des spreads, les primes de risque, on n'est pas sur les niveaux qu'on avait observés pendant la crise du Covid, où vraiment c'était le marché, il y avait une capitulation extrême du marché, parce que voilà, c'était l'inconnu total et etc. On ne savait pas comment on allait s'en sortir de cette crise. En revanche, si on voit les niveaux de rendement en absolu, donc tient compte des niveaux des primes de risque plus les rendements. Aujourd'hui, on est sur des niveaux du Covid sur la partie high yield. Je dirais, je prends le high yield euro, on est à peu près entre 8,5 et 9% de rendement. Et sur la partie investment grade, on est à 4,5 de rendement, chose qu'on n'a jamais vu ça sur les 12 dernières années. Donc effectivement, ça devient des niveaux très intéressants. Surtout si on se place dans une perspective de moyen long terme, parce que à court terme, c'est difficile pour dire qu'on a touché le point bas du marché. Franchement, c'est difficile, il y a tellement de choses qui se passent. Donc, mais ça devient des choses intéressantes. Ça devient intéressant parce que la question qui se pose, pourquoi je pense que le marché obligataire c'est intéressant, surtout versus le marché action, c'est parce que tout simplement, vous regardez le 2 ans américain, vous êtes à 4,5 de rendement. Donc en fait, le 2 ans, ça price un peu les taux terminaux de la Fed. Jusqu'à combien la Fed va augmenter ses taux? Elle a augmenté de 300 points de base et le marché dit qu'elle va encore augmenter de 175-200 points de base. Donc le marché, le 2 ans américain est 4,5. Donc vous avez un taux sans risque à 2 ans et demi. Vous regardez le dividende yield sur le S&P,
il est à 3%. Donc, l'arbitrage entre un taux sans risque à 4,5 et un dividende yield qui est risqué à 3, pour moi, l'arbitrage semble évident pour le marché obligataire. Évident. Voilà. Ok. On va y revenir, Maintenant, Akram, parce que ouais, je suis obligé de te couper, pardon, parce que je fais attention un peu au timing. Et on va revenir justement sur l'intérêt de la classe d'actifs et ce que tu fais, toi, pour justement en bénéficier. Benoît, on t'a pas entendu sur le sujet. Est-ce que tu peux nous exprimer ta vision, s'il te plaît? Ça va être compliqué de pas être vraiment consensuel avec mes collègues. Je pense que le gros des points a été dit. Hein, c'est l'avantage, en fait, c'est un peu l'avantage des marchés obligataires par rapport aux marchés actions. C'est que nous, à la fin, c'est relativement mathématique. Donc, on a des approches qui sont mais c'est bien de le rappeler. Ben oui, mais ça reste des mathématiques financières. Donc, on va toujours aller puiser dans le passé. Alors moi, j'ai la chance d'avoir connu des taux sans risque à plus de 2%. C'est mes cheveux blancs qui font ça. Mais si on prend un petit peu, je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais je pense que le vrai problème actuellement, c'est le chaos, le chaos total qu'on a sur les taux sans risque. Parce que quand vous avez un marché obligataire dont en fait la base, qui est le taux sans risque, que ce soit le 10 ans américain, le 10 ans allemand ou le gilt, qui a des variations aussi extrêmes avec des niveaux de volatilité qui ont été jamais vus, c'est impossible pour tous les autres acteurs du marché, quelle que soit la classe d'actifs, de pricer correctement des actifs risqués. Parce que vous avez un niveau de volatilité qui est tel que ça devient impossible. Quand vous avez des gilts anglais qui varient de 50 BP dans la journée, je vous laisse imaginer pour un trader la façon dont il doit pricer une société de distribution alimentaire au UK. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué. Ah, évidemment. Donc, on va avoir autant de volatilité sur les marchés de taux souverains. Je pense, hélas, qu'on risque d'avoir toujours beaucoup de volatilité sur les autres marchés, que ce soit crédit, equity ou les autres. Maintenant, je rejoins ce qui a été dit. Enfin, là, on est sur un truc qui n'est jamais vu. Parce que, en gros, si vous prenez tout ce qui est théorie moderne de portefeuille, donc du Markowitz, par exemple, on est en termes donc 60-40, 60 bonds, 40 equity. C'est la pire année depuis 1931. Ça s'est jamais vu. Donc là, en fait, vous avez une combinaison de destruction d'effets richesse qui est monstrueux. Et ça, c'est ce que voulaient les banquiers centraux. Toute l'année 2021, ils ont clairement dit il y a des bulles de valorisation partout. On veut annuler ces bulles de valorisation. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense qu'ils ont fait ce qu'ils font tout le temps, c'est qu'ils ont rechargé le fusil pour pouvoir utiliser le seul outil qu'ils ont vraiment à disposition quand vous avez des risques systémiques, rebaisser les taux. C'est baisser les taux, évidemment. Ça clairement, la Fed ne s'en cache pas. Les Américains ne s'en cachent pas. Je peux me tromper. Après, la question, c'est jusqu'où on peut aller en termes de mark-to-market. Moi, je considère qu'aujourd'hui, comme Akram l'a très bien dit, sur des niveaux investment grade, vous êtes à 4,5. Sur du high yield, vous êtes à 8,5, 9. Les probabilités implicites de défaut que vous avez aujourd'hui sont monstrueuses. Je rappellerai quand même que les sociétés ont toujours des marges d'EBITDA, EBE, qui sont très importantes. Même si on allait devant une récession, si vous avez des taux de coupon moyens à 3, 4, 5%, et même s'ils montent un petit peu, hein, on va avoir des refinancements beaucoup plus chers, Laurent l'a très bien dit, mais vous n'allez pas avoir toute une structure de refinancement d'une entreprise qui va monter à 15%. Et donc, alors justement, vous avez de la marge, c'est bon. Je rebondis là-dessus parce que vous voyez, on a déjà passé presque 13 minutes sur cette première partie. C'était très très intéressant. Je fais justement rebondir Akram sur ce que tu dis dans ce contexte changeant. Comment vous abordez concrètement les prochaines semaines? C'est quel type de gestion, quel type de solution vous nous conseillez? C'est-à-dire là, on parle très technique, mais de façon assez simple, sans rentrer dans le produit, parce que vous savez que j'aime bien finir à la fin par un petit teasing sur un produit à aller sélectionner ou plusieurs. Là aujourd'hui, voilà, comment vous allez structurer votre stratégie pour préparer une offre la plus adaptée à ce que vous estimez être les scénarios des prochains mois? Akram, je te laisse commencer. Bien sûr. Alors, nous, c'est vrai qu'on manque beaucoup de visibilité aujourd'hui. Autant le scénario de récession, il est relativement pricé dans les spreads de crédit, parce que, en gros, si je fais un calcul très simple, hein, si on dit oui, on a au niveau des spreads actuels qu'on a sur le high yield à 500 points de base, sur le cash, 600 sur les CDS, le marché price une proba de défaut, je parle sur le marché euro, de l'ordre de 7% en moyenne sur les 2 prochaines années.
Voilà, donc c'est beaucoup intégré. Le scénario de récession, de probable défaut, ça semble exagéré. On est sur des scénarios extrêmes, historiquement extrêmes. Maintenant, ce qui est difficile à presser, c'est le taille risque, c'est-à-dire les risques extrêmes. Les risques extrêmes, c'est quoi? C'est ce qui se passe un peu en Angleterre avec les ce que disait Benoît, c'est-à-dire avoir des mouvements de 100 points de base, c'est du n'importe quoi. C'est plus un marché, hein, c'est des marchés émergents, ça devient des marchés émergents. Le risque de la guerre en Ukraine, le risque de la crise énergétique. Voilà. Donc, globalement, nous, comment on se positionne dans ce contexte-là? On reste assez prudent parce qu'on manque beaucoup de visibilité. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de moving parts, comme on dit. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans les mêmes sens et c'est difficile d'avoir une vue assez claire et assez affirmée là-dessus. Il faut rester humble dans ces marchés-là. On essaie de profiter parce qu'on trouve que les valorisations sont intéressantes. Et notamment sur les secteurs qui nous semblent humides face à un risque de récession. Donc j'y pense à toute la partie telco, je pense à la partie santé, je pense à la partie service, etc. Et on voit des choses intéressantes, donc on essaie de profiter. On essaie de rester à l'écart des secteurs qui vont être probablement les plus impactés par un risque macro ou un risque ou de ce type de risque extrême de type crise énergétique. Je pense à tout ce qui est retail, chimie, etc. Donc voilà comment on positionne les portefeuilles. Par rapport d'un point de vue géographique, aujourd'hui, on positionne pas mal le portefeuille sur la partie US, même si les valos en euros sont plus intéressantes que les US. Mais aux États-Unis, ils n'ont pas de problème énergétique, clairement. Donc, ils sont indépendants complètement, alors qu'en Europe, pricer la crise énergétique et son impact, c'est un peu difficile. Donc, on essaie de faire pas mal de choses dans ce sens-là. Donc voilà, globalement la stratégie, c'est d'essayer vraiment de positionner le portefeuille pour essayer de passer ces moments difficiles qui s'annoncent, même si beaucoup. Mais c'est déjà, voilà, c'est une vraie stratégie réfléchie. Merci Akram. Benoît, je te redonne un peu la parole parce que tu as fini en dernier juste avant. Même exercice, comment tu pousses un peu plus loin ta réflexion dans le contexte et comment vous adaptez finalement votre gestion, je vais être direct, hein, ça ne va pas perdre de temps. Nous, sur notre partie, sur la partie des fonds obligataires, ce qu'on avait assez bien fait depuis 18 mois, c'est qu'on avait globalement hedgé notre risque de duration sur tout ce qui était la qualité investment grade et aussi les WB avec petits coupons et des durations assez élevées. Et ça, c'est quelque chose qu'on a coupé il y a en fait là les 2 dernières semaines. Pourquoi? Parce que je considère pour moi, alors en Europe, là où je rejoins Akram, c'est qu'aux États-Unis, ça me semble à 90% fait. En Europe, c'est toujours compliqué parce qu'on a cette crise énergétique dont on a du mal à voir la sortie. Mais néanmoins, à ces niveaux de volatilité, ça me semble extrêmement compliqué de conserver tous des outils de hedge ou d'overlay. Pourquoi? Parce que vous avez des phénomènes de short squeeze qui se mettent en place extrêmement rapidement et qui peuvent vous nettoyer en 2 minutes. Donc nous, on a réalisé une grosse partie des gains qu'on avait fait depuis 18 mois sur cette partie-là. On conserve un peu de cash. On avait beaucoup de cash qu'on avait fait cet été. On avait pris le rallye, on avait baissé le cash, on avait remonté au milieu de l'été. On a pris un peu des gains cet été, mais là, on a réinvesti. Donc, on considère qu'à ces niveaux-là, il y a vraiment des opportunités si on peut passer le mark-to-market. Et en termes sectoriels, effectivement, on va faire très attention à 2 choses. Les secteurs les plus cycliques, évidemment, mais surtout aussi les entreprises qui pourraient avoir à se refinancer de manière très courte. Là, on a eu 2 cas de défauts un peu techniques sur des entreprises qui devaient refinancer et qui n'ont pas réussi à retrouver du cash. Donc, il faut être assez vigilant sur les entreprises qui ont des gros besoins de refinancement à 1 an ou 2. Pour le reste, ça devrait bien se passer. Bon, et tu sens qu'il y en aura de plus en plus ou pas? Parce que je regardais des stats hier sur les défauts un peu qui commencent à arriver sur les TPE et PME. Alors oui, le vrai problème, si vous voulez, attention, souvent dans le high yield, on aime bien se faire peur. Je rappellerai quand même que le high yield, pour accéder au marché high yield, c'est pas des petites entreprises. C'est minimum des tailles d'émission de 200-300 millions de souches. Donc, on est plutôt sur des boîtes qui font 100 millions d'EBITDA, 500 millions de chiffre d'affaires, voire plusieurs milliards de chiffre d'affaires. On n'est pas dans la PME, il faut bien le rappeler. Ouais, on commence déjà à être sur le impact. Là où tu as raison, c'est qu'on peut avoir un impact avec des fournisseurs ou des clients PME, donc des 2 côtés, qui, eux, peuvent avoir des problèmes. Et ça peut être un sujet. Ok, merci beaucoup Benoît. Laurent, sur ce sujet, est-ce que tu t'inscris dans ce qui est dit? Est-ce que
tu as une autre vision? Est-ce que vous creusez d'autres pistes? Ouais, alors je vais peut-être être peut-être un petit peu plus spécifique, et je pense qu'un bon point de départ C'est très pour bien. répondre à votre question, est de regarder ce qu'il y a dans les prix aujourd'hui, sachant qu'historiquement, le niveau de prime de risque associé à un environnement récessionniste, se situe en moyenne à 150 points de base sur l'investment grade et 700 points de base, pour le haut rendement. Aujourd'hui, on est à 225 points de base sur l'investment grade et 620 sur le haut rendement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que d'un côté, on a l'investment grade qui intègre totalement une récession, puisqu'on est 75 points de base plus large que le niveau moyen théorique, alors que si on rentre en récession, clairement, le high yield n'est pas au prix, hein, puisqu'il est 80 points Ouais, de base plus serré que le niveau moyen théorique. Donc, de ce point de vue-là, OK. on a un risque de performance négative sur le haut rendement à court moyen terme, selon moi. OK. Et aujourd'hui, on a quand même une fenêtre qui s'ouvre et qui est restée fermée depuis quasiment 10 ans, celle des fonds datés traditionnels. Tels Ah! qu'ils étaient construits à la base, c'est-à-dire au lendemain de la crise de 2008-2009, avec des obligations investment grade. Puisque, et c'est vraiment là le point central de l'argument, les émetteurs investment grade n'ont pas la possibilité de refinancer leurs obligations avant la maturité, ou alors 3 mois avant. Donc, hors cas de défaut, on sait qu'une obligation investment grade devrait délivrer du rendement pendant toute sa durée de vie, ce qui est la grande différence avec les obligations au rendement, à yield, qui elles ne vont jamais jusqu'à leur maturité. Ou alors, en cas de fort stress sur un émetteur, mais là on est dans les considérations de restructuration, défaut, etc. Mais sinon, un émetteur au rendement cherchera toujours à refinancer sa dette, soit pour baisser sa charge d'intérêt mensuel, soit pour allonger son profil de dette dans le temps. Donc il y a une grande incertitude sur les obligations à yield en termes de combien de temps on va avoir du rendement sur cette obligation, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on n'en sait rien. Donc l'idée de base du fonds daté, comme ça a été fait vraiment historiquement, c'est d'acheter un certain nombre d'obligations investment grade décotées, d'adopter une stratégie vraiment de portage en attendant l'effet de retour au pair de toutes les obligations dont la maturité va être en ligne avec celle du portefeuille. On va mettre une période de commercialisation assez courte, des frais d'entrée et des frais de sortie élevés une fois que la période de commercialisation est terminée, pour assurer finalement une stabilité de la stratégie pour que ça marche. Donc moi, je dirais en conclusion, pour être assez spécifique, étant donné la forte incertitude qu'on a sur la direction des marchés à court terme, moyen terme, avec une potentielle récession à venir, la sous-performance du crédit investment grade par rapport au crédit au rendement depuis le début de l'année, alors même que leur qualité de crédit fondamentale est meilleure. Et un point d'entrée très attractif sur l'investment grade, comme l'a justement dit Akram, qui offre, ou qui intègre déjà une récession. Je pense, à mon sens, une solution de placement en format daté, plutôt de duration courte et de notation investment grade semblerait la plus judicieuse à mettre en avant pour les prochaines semaines. OK, alors justement, alors merci beaucoup, Laurent, c'était très clair. Justement, alors d'abord, les fonds datés, c'est quand même un sujet dont on a beaucoup entendu parler. On est rentré il y a 15 jours, 3 semaines de Patrimonia. Évidemment, ça a été, un vrai sujet. Là, j'aime bien finir ces tables rondes et comme je vous l'avais dit, par du concret. Si on souhaite traduire les convictions, que vous venez de nous exposer dans les portefeuilles de nos clients, quel produit, alors quel avec un S, produit avec un S si vous voulez, on sélectionne chez vous? Donc, Benoît, je te laisse démarrer. Est-ce que toi, tu es sur un fonds daté ou sur une autre alternative? Je pense que Laurent a très bien répondu à la question juste avant. C'est en fait l'avantage de l'univers obligataire aujourd'hui, c'est que vous avez tout à fait le choix. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quel type de client peut trouver un profil obligataire qui lui convient. Si c'est quelque chose d'extrêmement défensif, vous allez pouvoir faire de l'investment grade court. Si vous voulez une alternative au marché action, là, vous allez pouvoir faire un fonds daté high yield de maturité un peu plus longue, avec des rendements de 8, 9, 10, 11. Ça se trouve. Nous, aujourd'hui, chez Keren, on a 3 produits obligataires, donc ils peuvent répondre aux 3 typologies. Un premier qui est Crédit SR, qui est un fonds labellisé avec 70% d'investment grade. Notre fonds historique est Keren Corporate, qui est un peu celui qui peut aller sur tous les côtés, investment grade ou high yield, mais avec une grosse majeure high yield. Et on vient de lancer un fonds daté, mais qui, pour le coup, nous, on a décidé de le faire relativement agressif, donc plutôt sur une catégorie qui est en gros de triple B-, de double B- sur le gros du portefeuille à B flat,
où c'est 80% de la distribution du portefeuille sera là. Et aujourd'hui, on a acheté, là, le fonds qui est en ramp-up, aujourd'hui, on a acheté 80% à 9,5 de taux de rendement actuariel. Et là où je vais différer un peu de Laurent, c'est que je considère que beaucoup d'émetteurs à yield qui ont déjà fait leur refinancement, l'option de call qui historiquement a été très problématique parce que vous aviez un rappel des émetteurs qui cherchaient à baisser leur refinancement, moi je pense que pour les années qui viennent, cette option de call de l'émetteur vaut 0. Parce que si vous avez déjà financé à 3 ou 4% sur 5 ans et que vous êtes un émetteur à yield, la probabilité que vous rappeliez cette obligation me semble extrêmement faible. Donc aujourd'hui, c'est un peu la même problématique, acheter des obligations des côtés. Voilà. 3 fonds selon des profils et des envies d'exposition, mais le fonds daté chez toi est un fonds daté, on va dire, un petit peu plus dynamique, un peu plus agressif. J'ai bien aimé le terme. Karen a décidé d'être agressif. Je passe la parole maintenant. Qu'est-ce que je m'étais dit? C'était Laurent qui, pour répondre à Benoît, peut nous parler en 1 minute 45, 2 minutes du fond du moment. Ouais. Oui, non, le timing passe à une vitesse, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire au préalable, je pense que il serait assez opportun de s'intéresser à une stratégie datée investment grade à duration courte, sur laquelle nous travaillons en ce moment. Pourquoi une duration courte? Eh bien parce que dans le contexte actuel, je pense qu'il paraît aussi, encore une fois, je vais utiliser ce terme-là, judicieux de financer des émetteurs sur des horizons assez courts, 1-3 ans, et qui ont par construction quoi, en fait plus de visibilité. Ouais, autour. C'est un produit 2025-2026. Ok. C'est par là, ouais, et qui ont par construction du coup plus de visibilité sur leur structure de liquidité et leur capacité de remboursement sur des échéances plus courtes. Donc un portefeuille investment grade, voilà, qui serait composé d'obligations d'entreprise résilientes, prix raisonnable. On complémente par quelques obligations au rendement à maturité fixe et avec une allocation sur les subordonnées financières pour un objectif d'environ 50-60 lignes et un rendement brut qui va avoisiner les 6,5. Donc, qui représente quand même un couple rendement-risque assez attractif dans un contexte de récession probable. Dans le contexte en particulier, oui. Et à côté de ça, j'ai aussi un fonds daté high yield. Et là, effectivement, c'est plus sur... Donc là, le rendement, lui, embarqué, il est sur plus de 10. Il est à 10,2, 10,3. Et l'idée, là, c'est plutôt qu'effectivement, sur des niveaux très décotés, donc on est à 620, peut-être on n'est pas encore au niveau qui price la récession. Mais si on regarde sur du long terme, quand on investit sur la classe d'actifs à 620 points de base, pour perdre de l'argent sur un horizon de 12 mois, il faudrait que les primes de risque s'écartent dans des pourcentiles qui ne comprennent que les extrêmes de la crise financière 2008-2009. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu le même argument que si je vous dis, quand vous rentrez sur des actions qui ont fait moins 40, vous avez une probabilité de faire une performance positive à horizon 3 ans qui est quand même assez importante. Parfait. Merci beaucoup Laurent. Akram, je te laisse terminer le petit pitch sur le fonds échéance du moment. Oui, effectivement. Donc, comme disaient mes collègues, c'est vraiment les fonds que je pense que tout le monde fait la même chose parce que on comprend naturellement l'intérêt. Donc, nous, on propose des fonds datés et on voit beaucoup d'intérêt là-dessus. Donc, on voit beaucoup d'intérêt des clients, même si le contexte est compliqué. Donc, on a plusieurs fonds datés. Pourquoi le fonds daté? Tout simplement, parce que quand vous avez beaucoup de volatilité sur les taux sans risque, un fonds daté vous offre la visibilité sur votre performance parce que vous avez une sensi qui est décroissante dans le temps, puisque en fait quelque part vous figez votre horizon d'investissement puisque vous transformez un rendement actuariel en performance. Et c'est d'autant plus vrai que un point technique a été évoqué par mes collègues qui a fait beaucoup de mal au fonds daté sur les derniers vintage, qui c'était les histoires de call. Aujourd'hui, la proba de call, et je rejoins Benoît, pour moi, elle est à 0. Pourquoi? Parce que vous avez un différentiel entre les rendements sur le marché secondaire et le coupon moyen des émetteurs à limite à peu près de 300 points de base. Autant dire, sauf à penser que les banques centrales vont complètement retourner leur veste, mais on va rentrer dans une période de taux zéro. La proba de call, elle est très 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 faible et donc ce qui offre du potentiel de carry assez important et ça réduit. Donc on va sur quel produit, Akram?
Alors nous, en 15 on a minutes, on est vraiment au bout. Donne-moi juste les noms des produits pour que les auditeurs puissent avoir envie d'aller voir, s'il te plaît. Voilà, on a un pur fonds AI global, rendement global 2028. Donc il fait que, c'est vraiment un fonds daté, maturité 2028. Il fait que des obligations matures 2028. Il fait pas d'hybride, il fait pas de subordonné. Pour essayer justement d'offrir cette lisibilité, c'est un pur fonds AI global qui fait des US de l'Europe. Bien sûr, tout est hedgé au niveau de devises, etc. On a un fonds plus agressif qui est 28 plus, qui en plus du high yield, il peut s'autoriser à faire jusqu'à 20% de dette subordonnée avec une date de call avant 2028. Et on voit beaucoup de choses intéressantes sur la dette subordonnée. Pas plus tard que ce matin, il y a TSB, qui est la troisième banque irlandaise, triple B, sort une One à 13%. Sur un call 28, franchement, j'ai rarement vu ça. Et puis, on a un fonds daté qui fait high yield et investment grade, qui est 2026, avec une stratégie transition carbone. Donc, c'est vraiment pour aligner par rapport aux objectifs de Paris. Voilà, ça, c'est sur les fonds datés. En plus, on propose une autre solution qu'on vient de lancer et sur laquelle on ne croit beaucoup parce qu'on pense qu'il me reste un peu de temps ou non? J'arrête la publicité. Il faut qu'on rende l'antenne à Graham et pas trop, point trop d'infos parce que sinon on va pas réserver l'élément. Alors, je suis désolé, le temps passe hyper vite, hein, ça fait déjà 30 minutes qu'on passe et donc on a déjà décalé également 11h05 parce que je vous ai pris après. Surtout, ce que je voulais vous remercier d'abord pour vos explications parce que la gestion obligataire, être à la fois technique et être à la fois didactique, c'est très très difficile. Les offres, moi je les ai notées, j'espère que mes petits camarades CGP qui nous ont écoutés aujourd'hui les ont notées. Je rappelle à tout le monde que l'objectif numéro 1, c'est de revenir vers les sales de vos maisons de gestion. C'est pour ça que je voudrais qu'ils retiennent 2-3 produits maximum chacun pour qu'ils parlent de ce que vous avez expliqué. Et puis évidemment, derrière, ça redéroulera. On fait confiance évidemment à l'équipe de la Française, par exemple, qui sur les fonds à échéance a déjà un historique. Donc vous connaissez le sujet. Et puis j'ai été ravi de recevoir Laurent et Benoît pour qu'ils nous apportent une autre vision et qui rentrent un peu plus dans le détail finalement de cette confrontation, le haut rendement, l'investment grade. C'était très intéressant d'en parler avec vous. C'est passé à une très grande vitesse. Donc je vous remercie messieurs pour l'exercice. C'est jamais simple obligataire et vous l'avez une fois de plus très bien fait. Pour les auditeurs de Zoom Invest, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve mi-novembre pour une prochaine table ronde dont on vous réserve la surprise. J'espère que ça a été très clair pour vous et que vous avez décroché vos téléphones ou déjà ouvert un mail pour vous rapprocher de la Française Keren et Tikeo. Et moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous, messieurs. À bientôt.